Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Tandem TV pour une nouvelle chronique de Jewish Story en compagnie de Jérôme Attal. Bonsoir Jérôme. Bonsoir tout le Alors, monde. ce soir, nous allons parler de Nathania et du Titanic, un titre très intriguant et tu vas tout nous raconter. Absolument. Alors le Titanic était en 1912, donc comme toujours, pour bien comprendre les événements, je vais d'abord commencer par le contexte des Juifs à cette époque. Alors par exemple, en Russie, nous sommes au début du XXe siècle et une époque difficile pour les Juifs en Europe, mais pas seulement. En Russie, par exemple, la plupart des Juifs vivent dans la pauvreté. Ils sont oppressés, massacrés, oppressés d'une part par le décret des cantonistes, et ils se font massacrer d'autre part par les pogroms. Alors, les pogroms, beaucoup en ont entendu parler. C'est quoi le décret des cantonistes? Alors, ça me rappelle, tu sais, une célèbre phrase de Chaim Weizmann qui disait que le monde est divisé en deux parties, à deux endroits. Les Juifs, il y a des endroits, un endroit où les Juifs ne peuvent pas vivre et ceux où ils ne peuvent pas entrer. Donc, pour en revenir à ta question, en 1827, en Russie, l'empereur Nicolas Ier décrète un statut pour obliger les Juifs à enrôler leurs enfants dès l'âge de 12 ans dans une école militaire pour les préparer à l'armée. Les enfants sont enlevés, sont torturés et on leur promet évidemment que leurs conditions s'amélioreraient s'ils acceptaient la conversion au christianisme orthodoxe. Alors, ça, Beaucoup c'est un d'enfants, décret qui vise que les juifs ou c'est un décret russe pour avoir plus de monde dans l'armée? c'est un décret qui vise surtout les juifs, mais les minorités. Donc il y a les juifs principalement et les karaïtes. Les karaïtes sont aussi une forme, un lien du judaïsme. C'est ceux qui n'acceptent pas en fait la Torah orale. Donc c'est essentiellement pour les juifs à 100%. Et beaucoup d'enfants donc sont morts torturés de leurs blessures. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et les pogroms, naturellement, tout le monde connaît ce terme et sait ce dont il s'agit. Pour parler des plus célèbres, on peut parler des pogroms de Kishinev en 1903, 1905, mais aussi le pogrom d'Odessa en 1880. Tous sont encore très récents et les Russes sont encore traumatisés par ces pogroms. Et aussi, la Russie vient de vivre sa révolution. Des mouvements nationalistes antisémites comme les Sangs Noirs se sont formés pour massacrer des Juifs. Donc, En on a un 1880, contexte très compliqué pour les juifs, persécutés, qui concrètement veulent fuir la Russie. absolument. Et c'est pas tout, parce que suite à la révolution russe, donc comme je disais, il y a des mouvements nationalistes qui se sont formés, comme les Sangs Noirs, et donc qui visent principalement les Juifs, évidemment. En 1891, les Juifs se sont expulsés de Moscou. En 1898, ils sont expulsés de Kiev en Ukraine. Donc beaucoup immigreront en Argentine pour fuir les pogroms, car l'Argentine offre une politique d'immigration très attrayante à l'époque. En France, on nage évidemment en plein antisémitisme, on sort à peine de l'affaire Dreyfus, c'est la France de l'Action française, le mouvement antisémite de Charles Maurras, qui au passage invente la formule de l'antisémitisme d'État, mais aussi sur un autre continent. À Alger, par exemple, il y a eu un pogrom. Donc le sujet des pogroms est très vaste et fera pourquoi pas l'objet d'une autre émission. Aussi, en Palestine ottomane, il y a 50 000 juifs qui vivent à Jérusalem. Ils sont la majorité religieuse. Lors du 6e congrès sioniste à Bâle en Suisse, Théodore Herzl déclare l'État juif, ce qui provoquera une vague d'alias. L'Irgun est créé, Tel Aviv sort de terre, c'est aussi l'époque des premiers kibboutz, on a inauguré le Technion à Haïfa, l'Empire ottoman vit ses dernières heures. Et donc, beaucoup de juifs fuient dans l'espoir d'un meilleur avenir. Alors, Mais entre j'allais te dire, effectivement, il y a beaucoup de juifs qui fuient. On sait que fin 19e, début 20e siècle, on parle de quelques 3 millions de juifs qui fuient la Russie, 2007, exactement, la absolument. Russie tsariste et l'Europe orientale. Mais en fait, ce qu'on on n'a pas forcément conscience, c'est qu'une toute petite minorité, on parle de quelques 5%, qui vont aller ici en future terre d'Israël, en Absolument. Palestine ottomane, et que l'immense majorité va partir en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Absolument. Alors entre la précarité, c'est vrai que leur offre la Palestine ottomane de l'époque et le confort que peut leur apporter une Amérique aussi en pleine croissance, beaucoup feront ce dernier choix et tenteront de s'établir en Amérique.
Et quand on sait ce qu'ils ont vécu, ce que l'histoire nous apprend de ce qu'ils ont subi, sincèrement, entre nous, qui les jugerait à mal? Voilà pour le contexte. Alors, Maintenant, maintenant, la grande question, c'est quoi le lien entre tous ces juifs qui veulent fuir et aller aux États-Unis et le Titanic? alors le Titanic, pour le présenter, c'est un navire de 269 mètres de long, 28 mètres de large, 58 mètres de haut. Il est parti de Southampton sur la côte sud de l'Angleterre pour arriver à New York en passant par Cherbourg en France et Queenstown en Irlande avant de rejoindre New York. Donc c'est quoi? C'est genre un énorme bateau de croisière? C'est le Titanic, c'est un énorme bateau de croisière qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît. Pour satisfaire ses clients et pour le bon fonctionnement, il y a 889 membres d'équipage sont nécessaires Waouh! pour 1315 passagers. Ça veut dire quasiment un membre d'équipage par passager. C'est dire le confort. Waouh! Et qui sont donc répartis en trois classes, sachant que la troisième classe étant la classe qui est réservée aux pauvres, aux immigrants. Il y a 4 à 8 couchettes par cabine. Mais à bord, il y a les gens les plus riches de l'époque, aussi des centaines d'immigrants venant de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'ailleurs, en Europe, qui cherchaient l'espoir d'une nouvelle vie aux États-Unis. Donc on a plusieurs populations. On a une population extrêmement pauvre, ces Et immigrants extrêmement riches. pauvres, et de l'autre côté, une population extrêmement riche. Exactement. Et 4 jours après être parti, donc je fais brièvement l'histoire du Titanic parce que j'imagine que tout le monde la connaît. Donc 4 jours après être parti, à 23h40 précisément, dans la nuit du 14 au 15 avril, alors que le navire se trouvait à 95 milles au sud des Grands Blancs de Terre-Neuve, il a percuté un iceberg qui s'élevait à 30 mètres au-dessus du pont pour couler finalement le 15 avril 1912 à 2h20 au large de Terre-Neuve dans une eau à moins 2 degrés. Ça veut dire que moins de 3 heures après avoir percuté l'iceberg, le bateau coule. C'est dire le choc qui a dû être extrêmement violent. Et le Titanic gît encore aujourd'hui par près de 4000 mètres de profondeur, donc au large de Terre-Neuve. Voilà. Quant au nombre de victimes, on estime à peu près à 1523 personnes le nombre de victimes, et essentiellement, ces victimes sont des hommes. Et sais-tu pourquoi Alors, ils sont j'allais te poser la essentiellement question, des hommes? pourquoi essentiellement des hommes? Parce qu'on peut s'imaginer que, euh, surtout à l'époque moderne, il n'y a pas de raison, il faudrait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui fassent partie des victimes. Mais ils étaient chevaleresques à l'époque. Ils ont tout simplement respecté le protocole qui consiste à donner la priorité aux femmes et aux enfants d'abord. On connaît tous ce protocole. Protocole que l'on retrouve dans tous les naufrages de l'histoire, hein, car pour des raisons économiques, les paquebots, faut le savoir, ne disposent que du nombre minimum imposé par les assurances. Et donc, il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Et forcément, il fallait donner la priorité aux femmes et aux enfants. Alors ça veut dire que très concrètement, à l'époque, on ne considère pas qu'on a besoin d'une place dans le canot de sauvetage par passager, et donc il suffit que voilà, on ait 30% de capacité dans les canots de sauvetage et ça suffit, quoi. C'est ça. Ok, Voilà. incroyable. Mais derrière cette tragédie s'est produit un événement qui est trop méconnu. C'est pourquoi je voulais faire ce sujet qui me tenait à cœur pour rétablir un petit peu une vérité. Comment dirais-je? Il y a déjà, d'après l'historien Elie Moscovitz, qui est un auteur dont on peut retrouver le livre sur Amazon pour ne pas le nommer, Les Juifs du Titanic, la liste des passagers de la compagnie maritime, la White Star Line, propriétaire du bateau, il y avait plusieurs centaines de Juifs à bord. La plupart voyageaient en troisième classe, souviens-toi, réservée aux immigrants, Ok. et où les passagers avaient moins de chances de survie. Nos fameux immigrants russes et d'Europe orientale. Exactement, et on ne connaîtra jamais leur nombre exact, car il y avait beaucoup plus de Juifs que l'histoire ne le dit. Sais-tu pourquoi? Parce que, bien qu'on peut deviner la judaïté de certains passagers par la consonance Bien de sûr. leur nom de famille, évidemment, mais il y en avait beaucoup plus. Car le seul moyen à l'époque de fuir la Russie était de se procurer de faux papiers. Et bien évidemment, avec un nom à consonance non juive. Il faut savoir qu'entre 1880 et 1920, comme tu rappelais tout à l'heure, il y a 2,7 millions de juifs qui fuient la Russie pour échapper aux persécutions dont on a parlé précédemment. Et donc, bien sûr, les Juifs priaient et mangeaient ensemble à l'intérieur sur le bateau, ils se retrouvaient quand même.
Par exemple, en bas du menu au restaurant, on pouvait retrouver la possibilité d'une prestation cachère à bord. Attends, je t'arrête une seconde parce que ça, c'est une révélation complètement incroyable. Donc, tu nous dis qu'il y avait énormément de juifs dans les passagers de troisième classe, certains sous un faux Oui, nom, certains sous un vrai nom, et qui se absolument. retrouvaient pour manger ensemble de la nourriture cachère. Et voilà, quand on est juif, on se retrouve toujours. Et je Incroyable. vais même encore t'étonner, puisqu'effectivement, dans le menu, il y avait la possibilité de prendre une prestation cachère. Et surtout, ce qui est le plus étonnant, c'est que un dénommé Charles Quesnel, qui était cuisinier juif, attitré, et rabbin, était le chômeur du Titanic. Incroyable. Alors, je Il pense que existait, la pardon, majorité, l'immense majorité des téléspectateurs vont faire ces découvertes ce soir, parce que moi, qui suis quelqu'un de curieux et de passionné en histoire, je n'ai jamais entendu parler ni de menu cachère, ni d'un chômeur juif à bord du Titanic. et je vais te le prouver. Il y avait un autre paquebot qui était le jumeau Titanic, qui s'appelait l'Olympique. Les deux navires partageaient les mêmes ustensiles. Et parmi les objets récupérés à bord du Titanic, eh bien, et même à bord de l'Olympique, eh bien, on a retrouvé des assiettes portant les mentions viande et lait, bassar et Et halal. Khalav en hébreu. Exactement. D'après l'organisme américain HIAS, la Hebrew Immigrant Aid Society, Société d'aide à l'immigration, qui existe encore aujourd'hui, une organisation qu'on peut trouver encore à New York, a prouvé que 27 juifs passagers ont survécu. Parmi elles, je vais te citer l'exemple de Zvia Messner, qui était une passagère qui a survécu et dont la dépouille de son mari n'a jamais été retrouvée. Et donc, devant de telles circonstances exceptionnelles, le rabbinat a dû statuer pour l'autoriser à se remarier, si elle en avait envie, bien Bien sûr. évidemment. Une Incroyable. autre histoire magnifique que je voulais vous raconter ce soir, vous faire partager, digne d'un film d'aventure. Je veux parler de Benjamin Guggenheim, qui était un célèbre homme d'affaires américain. Il était un des passagers les plus riches à bord, d'une grande classe, d'une élégance à la hauteur de son courage. Et tu vas comprendre pourquoi. Parce que selon le Jewish Chronicle, l'équipage lui proposait une bouée de sauvetage et une place dans un canot évidemment réservé aux femmes, dont on avait parlé tout à Bien l'heure. sûr, puisque la priorité était l'évacuation des femmes et des enfants. Exactement. Et il n'a eu que seule réponse de dire qu'aucune femme ne périra parce que j'ai été lâche. Il mit Incroyable. sa compagne en sécurité dans un canot, il aida même l'équipage à faire monter les femmes à bord de sauvetage, puis il choisit, en gentleman, de mourir avec son valet. Et d'après l'histoire, on nous dit avant de déclarer « Nous nous sommes habillés de notre mieux et nous sommes prêts à mourir comme des gentlemen ». Malheureusement, son corps ne fut jamais retrouvé. C'est magnifique. Alors en plus, comme on le disait tout à l'heure, il y a eu quand même des centaines de survivants, donc on a eu des témoignages de ce qui s'est passé au moment de l'évacuation. Tout ça sont des faits qui ont Absolument. été révélés, avérés. Absolument. Et maintenant, pour pas faire durer le suspense plus longtemps, voici le cœur de notre sujet, le lien Avec avec la ville de Natania. Natania. Exactement. Donc, je vais vous présenter une famille, la famille Strauss. C'est l'histoire d'une famille d'immigrants, immigrants d'Allemagne de la fin du 19e siècle, qui passent de la misère à la richesse. Deux frères, Nathan et Isidor Strauss, propriétaires des célèbres magasins Macy's. Mais ici, c'est les grands Macy's, pour magasins, ceux c'est les qui Galeries l'ignorent, Lafayette américaines. exactement, c'est une chaîne de magasins basée à New York. C'est Isidore qui a créé Macy's. Ils étaient surtout reconnus pour leur altruisme. Ils étaient les premiers hommes d'affaires en Amérique à former une société d'entraide pour aider leurs employés. Avec des soins médicaux, ils avaient un médecin, une infirmière sur place. Il y a un écrivain qui s'appelle Robert Grippo qui a écrit dans Macy's The Store, The Star, The Story, que l'on peut encore trouver également en ligne, que si l'un des deux frères remarquait que l'un de ses employés était troublé ou tourmenté, malade, il se renseignait sur ce qu'il avait et il lui fournissait l'aide dont il avait besoin, aussi bien de l'argent que d'un médecin. On va souligner que c'est quelque chose de Nathan, complètement exceptionnel parce qu'on est fin 19e surtout pour siècle. l'époque. Fin 19e siècle aux États-Unis, il y a une absence totale de droits sociaux. Les gens sont payés à la journée, il n'y a pas de couverture santé, maladie, donc ils font quelque chose de complètement extraordinaire pour l'époque. Absolument. Et donc, Nathan, lui, c'est un autre mérite. Il a apporté, tiens-toi bien, la
pasteurisation, pardonnez-moi, au monde. Il a commencé à s'intéresser à la pasteurisation lorsqu'une vache de sa ferme soit morte de la tuberculose. Il a appris le procédé de Louis Pasteur en personne pour tuer les bactéries et ainsi fabriquer du lait stérilisé. Il a créé des dépôts à travers New York pour distribuer ce lait à un coût dérisoire, voire gratuit. Nathan était reconnu pour avoir sauvé des vies d'innombrables New-Yorkais. Même le maire de New York lui a dit qu'un enfant sur deux à New York vous doit son existence. Alors attends, c'est le même Voilà pour Nathan et Isidore. C'est le même Nathan dont on parle en Israël et qui a fait des visites et qui a été très présent aussi à cette époque? Eh bien voilà, maintenant j'y viens. Donc Nathan, Isidore et leurs femmes respectives venaient de visiter Israël ensemble avant d'embarquer vers le Titanic. Mais Nathan change d'avis car il est frappé par la pauvreté des Juifs, la grande précarité de ceux qui vivaient à Jérusalem. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y avait 50 000 Juifs à Jérusalem. Et bien Nathan préféra alors rester pour aider ses frères démunis au confort d'une première classe à bord du plus luxueux paquebot de l'époque. Isidore et sa femme embarqua donc seuls sur le Titanic, non pas par manque de mansuétude, mais Isidore avait de grandes responsabilités. Des obligations professionnelles. C'était lui qui avait créé Macy's, évidemment, et on peut facilement penser que leur empire ne pouvait pas se passer des deux frères en même temps. Mais ils ne le savaient pas, mais leur au revoir était en fait un adieu. Car lorsque le bateau a commencé à sombrer, Isidore, son épouse Ida, était à bord. L'officier chargé de remplir les canaux de sauvetage, comme Benjamin Guggenheim, lui demanda de monter sur un canot qui était même réservé aux femmes. Mais comme Benjamin Guggenheim, il refusa. Il refusa de le faire tant que les autres hommes n'embarquaient pas. Il chargea même sur le canot sa domestique, sa femme, alors que des hommes montaient à bord des canots réservés aux femmes sans y être invités, parce qu'eux n'étaient pas des premières classes. Oui. Évidemment, le personnel de bord les déchargeait manu militari. C'est dire l'importance d'Isidore Strauss à l'époque et de Benjamin Guggenheim. C'était vraiment des gens extrêmement respectés qui avaient refusé quand même d'embarquer. Donc on imagine aussi évidemment le mouvement de panique, les supplications malgré les supplications de l'équipage, Isidore refusa et comme Benjamin Guggenheim, Isidore eut une attitude de gentleman et répliqua d'un ton ferme: merci monsieur, mais je ne vaux pas mieux qu'un autre. Et quand sa femme, donc j'allais te dire, il fait ses adieux à sa femme à ce moment-là. Exactement, sauf que sa femme, quand elle entendit ces mots de son mari, de la bouche de son mari, à son tour, elle refusa d'embarquer et elle lui a fait, je crois, la plus belle déclaration d'amour des femmes qu'une femme puisse faire à un homme. Nous avons vécu ensemble, nous mourrons ensemble. Et les deux époux... Donc elle descend du canot pour rester avec son mari sur le Titanic qui est en train de couler. Exactement. Et tous les deux vont donc s'allonger sur un transat en se tenant la main jusqu'à la fin. Ça, c'est magnifique. Donc Isidore et Ida meurent ensemble le 15 avril 1912 dans le naufrage. Ça, c'est pour Isidore et Ida. Et son frère est encore à ce moment-là en Palestine ottomane. Voilà. On estime à 705 personnes sauvées et environ 1523 personnes décédées. Okay. Mais évidemment, il y en a probablement plus parce qu'il y avait des gens qui voyageaient en fraude, qui n'étaient pas déclarés. Enfin, voilà, donc c'était, on saura jamais en fait la réalité. Mais bon, deux tiers de disparus pour un tiers de sauvés. Et donc on disait pendant ce temps-là, Nathan est en Palestine et continue ses bonnes œuvres. Et pendant ce temps-là, loin de ce tumulte, effectivement, Nathan, resté donc en Israël, fonda des soupes populaires pour les nécessiteux à Jérusalem, et c'est ce qui lui a permis d'échapper à la mort. Mais tu sais, le plus marrant, c'est que quand il a pris la nouvelle, Nathan l'a prise comme un miracle. Il s'est dit que sa vie avait été sauvée par sa décision de venir en aide aux Juifs de Jérusalem. Plus tard, il va fonder le centre médical Strauss, qui fait encore partie de l'hôpital Hadassah aujourd'hui. Ouais.
des dispensaires pour enfants pour combattre la malaria. En tout, il va consacrer, tiens-toi bien, les 2 tiers de sa fortune pour aider les Juifs. On se rend compte? Ah ouais, C'est c'est énorme. quelque chose de colossal. Et alors, Et Netanya, donc là, vous l'aurez compris, en 1927, une ville en Israël est baptisée en l'honneur de Nathan Strauss, qui porte encore son nom, j'ai nommé Natania. Mais aussi, pas que, à Jérusalem, la rue Strauss porte aussi le nom de Nathan et de son épouse, Lina. Et lors d'un dîner offert en son honneur à New York, dans un discours magistral, Nathan avait dit « Le monde est mon pays, faire du bien est ma religion, c'est une inspiration pour moi, l'humanité est ma famille, sauver des bébés, c'est ma religion et j'espère qu'elle fera de milliers de fidèles. » Nathan Strauss est mort le 11 janvier 1931 à New York, avec, j'en suis sûr, la satisfaction du devoir accompli. Et maintenant, quand vous vous promènerez dans la rue Strauss de Jérusalem, vous penserez à Nathan. merci Jérôme, c'était une très très belle histoire. On a beaucoup appris, un très bel hommage que les Juifs ont rendu ici à Nathan Strauss en nommant la belle ville de Natania après lui. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Tandem TV pour Jewish Story. Merci à tous.